Bien, bonjour et merci de votre présence et de la tienne tout particulièrement, Nazanin. Il s'agit donc d'une conversation à bâton rompu, ouverte, à propos du travail de Nazanin Bouiandé. Donc, comme vous le savez, présenté ici par la galerie Vincent Sator, tout à côté, et que j'ai sollicité pour cette série d'entretiens qui entre en compte d'une manière très élargie par rapport aussi à l'exposition sur le dessin engagé. On se connaît avec Nazanin depuis quelques années et l'histoire de Nazanin est une histoire particulièrement forte, chargée, qui me paraissait trouver parfaitement sa place, comme évidemment le travail ici présenté, travail de dessin, mais on va parler aussi de la peinture, hein, on ne va pas s'en interdire évidemment. Alors je pense que quand même, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement cette histoire, il serait bien qu'on la cale. Donc tu es iranienne, née à Téhéran? Oui, alors pour que je raconte un peu mon histoire, il faudrait que je fasse comme des étapes. Vas-y, fais les étapes. Je raconte juste un événement. Fais les étapes en collant ton micro sur le menton. Voilà. Alors aussi, juste, je m'imaginais que tu allais me poser cette question. Je tenais juste à dire que, en général, dans le milieu, surtout professionnel, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de ma vie personnelle ou de mon vécu. Pas forcément par la pudeur, mais par le fait que je ne pense pas que mon histoire soit plus importante que l'histoire des autres. Juste, il y a des vies qui sont plus chargées et plus tourmentées que d'autres, et même je pense qu'il y a peut-être même des copains dans la salle qui ne connaissent pas trop mon histoire. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui me cache aussi derrière cette histoire qui est quand même très très forte. Je pense juste que l'histoire de chaque artiste laisse des empreintes inconsciemment sur son travail, et ça c'est suffisant. Après, tu m'avais prévenu qu'on allait parler de ça, et bien sûr, j'ai accepté. Je vais te dire, pour que tu saches pourquoi je suis toujours dans cette curiosité de la biographie des artistes, c'est parce que si j'avais une référence première à citer, c'est Giorgio Vasari, XVIe siècle, qui est le premier critique d'art et qui a commencé par écrire un bouquin qui s'appelle Les vite degli artisti più famosi, Léonard, Michel-Ange, et il nous parle de la vie de ces gens-là. Parce que, je le dis, et je ne cesserai de le dire, vie et œuvre sont intimement mêlées. Bien sûr, c'est mêlé, mais le spectateur n'est pas forcément censé de savoir. Mais le spectateur a tous les moyens de connaître la vie et l'œuvre en même temps. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça. J'expliquerai les événements. Bien sûr. Mais un spectateur, s'il a plus d'éléments sur la vie d'un artiste, c'est pas pour autant qu'il peut communiquer plus avec une œuvre. Moi, je pense qu'une œuvre artistique doit avoir sa propre autonomie également. Mais oui, mais ce qui la fonde dans sa substance, dans ses strates, c'est aussi l'histoire de l'artiste. Donc je pense que pour que le spectateur, le regardeur, puisse appréhender pleinement l'œuvre, il lui faut irrésistiblement, vous voyez, il n'y a pas un artiste dont je ne m'intéresse pas à la biographie, que ce soit Piero della Francesca ou Nazanin Bouiandé. Merci beaucoup. Alors, je suis née en 81 à Téhéran, en Iran, et c'était en pleine guerre Iran-Irak, et juste 3 ans après la révolution iranienne. Plus je suis née dans une famille assez atypique, avec des parents qui étaient athées, militants de gauche, dans un pays où toute forme d'opposition est toujours opprimée, étouffée violemment. Donc, je suis née dans une période très très tendue de l'histoire de l'Iran. Et il se trouve que mon père, après avoir fait des études de droit et de sociologie en France, il décide de devenir traducteur de la langue française. Mais
Lui, pour le coup, c'était vraiment quelqu'un de très engagé. Il décide de devenir traducteur dans un but très précis. Et le but était très ciblé parce qu'il pensait que le vrai combat d'un peuple pour atteindre la liberté ne peut arriver que si la société a un accès au savoir et qu'il peut décider de son sort intelligemment. Sage réflexion. Et on a vu exactement cet échec, que ce soit avec l'Iran ou récemment dans les pays arabes, c'est que c'était les peuples qui n'étaient pas intellectuellement préparés à la chute du régime, et justement ce manque de savoir s'était infligé par le régime qu'ils ont combattu. Mais du coup puisqu'ils n'étaient pas prêts, ils sont tombés à nouveau dans le piège et dans une nouvelle forme de dictature. Du coup, mon père, il a commencé, même si l'accès à la culture était très fermé, à traduire certains ouvrages qu'il considérait utiles, nécessaires à l'époque pour l'élévation. Exactement. C'était dans les domaines, ça pouvait être dans le domaine littéraire, philosophie. Tu peux nous donner un exemple? Parce que là, moi, je m'accroche à tes paroles. Mon père, c'était la première personne qui a traduit le Manifeste des droits de l'homme en Iran. Juste avant sa mort. Et il y avait aussi des bouquins dans le domaine féministe, c'est-à-dire égalité des sexes. Vraiment, chaque bouquin qu'il choisissait, il y avait un but derrière. C'était pas de traduire comme métier comme ça. Du coup, dans ce climat très tendu, il est assez vite repéré comme un intellectuel dangereux. Et en 1998, à l'âge de 44 ans, il a été assassiné par le service secret iranien. Et cette année-là, il y a eu toute une vague d'assassinats politiques en Iran. Et puisque mon père était traducteur de la langue française, ça a fait beaucoup de bruit en Europe. Et en fait, le service secret a dû arrêter parce que ça a foutu la honte un peu. L'opprobre sur le pays. Et donc, moi, j'ai quitté l'Iran un peu avec cet héritage très lourd. 17 ans, hein, 18 ans, oui. Avec 18. Voilà, un an après. Et après, comment faire avec cet héritage? Comment composer avec? Alors, Alors, tu es venu, pardonne-moi, oui. parce que là, c'est toi dont il s'agit. Oui. Tu es venu t'installer en France, en famille? Non, en fait, puisque mon père était traducteur de la langue française, l'État français a décidé d'une certaine manière de me protéger en me donnant déjà un visa, ce qui était très compliqué à l'époque d'obtenir. Donc je suis venue, j'ai quitté l'Iran seule. Seule? Tu as des frères et sœurs? Non. Et donc c'était une décision de tout le monde, que ce soit du milieu intellectuel, de la famille, que je reste plus en Iran. Et donc l'État français m'a proposé une bourse d'études de 1 an pour apprendre la langue française, parce que même si mon père était traducteur, non, je en parlais que passant à la maison. Et la France, l'État français m'a proposé de prolonger ma bourse que si je suis prise dans un grand établissement français. Et j'ai eu la chance de réussir le concours des Beaux-Arts. Et donc, voilà. Quelle année tu l'as réussi? Pour voir le différentiel de temps, là, pour apprendre la langue, arriver à faire l'année 2000. Non, je me souviens, j'ai dû aller devant le jury après 4 mois. Oui, ça faisait que 4 mois que je venais d'arriver. C'était incroyable. Je pense que c'était un peu la survie. On ne se pose pas trop de questions. J'étais quand même encore très très jeune. Oui. Voilà, puis j'avais envie de rester ici. J'avais envie de rentrer. Question que je continue à poser. Ta mère, par ailleurs, était restée là-bas? Oui. D'accord. Okay. Donc, voilà, c'est quand même très important de connaître cette situation. Et alors, tu rentres à l'école des Beaux-Arts ici à Paris, et tu en sors avec le diplôme en quelle année? En 2005. En 2005. On est en 2015. Voilà 10 ans donc, que tu es dans l'exercice de l'art, si je puis dire, pleinement. Tu peux nous donner juste quelques éléments avant qu'on parle du travail lui-même, de son contenu, de sa motivation? En fait, mon parcours, il est assez bizarre. C'est que en fait, quand je suis arrivée aux Beaux-Arts, je ne savais pas peindre. J'avais fait un dossier de présentation, c'était des collages. Et il y avait cette envie. Bien sûr. Parce que tu n'as pas fait une école des Beaux-Arts pour simplement prolonger je dessinais, je peignais, mais
quand je dis je ne savais pas peindre, je n'avais pas du tout technique. J'entends. Je peignais comme une jeune fille de 18 ans. D'accord. Voilà. J'ai vraiment appris à peindre, par contre, aux Beaux-Arts. Et mon dossier de présentation, c'était des collages. C'était pas de la peinture, c'était ça que je voulais dire. D'accord. C'était pas de la peinture vraiment, ou des photos, ou des installations, c'était des collages. Et en fait, c'est Pat Andrea qui m'a repéré, parce que lui-même, son univers... Tu étais à l'atelier de Pat Andrea. Oui. Lui, il m'a choisi pour être chez lui. Après, par posteriori, je me suis rendu compte que je me suis demandé, mais pourquoi j'ai fait des collages tout de suite en arrivant en France, et je me suis rendu compte par posteriori que je venais d'un monde tellement fermé. En plus, à l'époque, l'Iran était beaucoup plus fermé que maintenant, l'Internet n'existait pas. En fait, l'accès à l'image était tellement fermé, et ici, j'arrivais, il y avait des panneaux de publicité partout, des images partout, dans les magazines, rien n'était contrôlé, qu'en fait, le fait que j'avais choisi des images dans les magazines occidentaux, et que je les déchirais, j'en faisais mes propres compositions, c'était déjà par ma fascination pour cette culture que je découvrais, et puis par une envie de m'approprier cette nouvelle chose que je découvrais. Donc, les collages, comme des éléments assez primitifs finalement de mon travail, c'était un petit peu un symbole de cette fascination pour l'inconnu que j'ai toujours gardé. C'est-à-dire l'inconnu pour moi est une chose très importante dans mon travail, toujours aujourd'hui. Et même le concept du collage, c'est-à-dire même aujourd'hui, chacun de mes travaux, que ce soit le dessin ou la peinture, c'est comme un collage global parce qu'il y a des fragments de décor, des éléments. Tu vas décrire ça tout à l'heure. Voilà. Oui. Je reste encore avec une question qui me taraude dans la tête, à savoir que quelle connaissance tu avais de l'histoire de l'art ou d'une histoire de l'art quand tu es arrivé en France? C'était un peu grâce à mon père, tous les bouquins qu'on avait, et qu'il achetait en contrebande parce qu'il y avait des femmes nues dans les livres de l'histoire de l'art. Et qui est un interdit définitif là-bas. Qui était interdit, et même à l'époque, il y avait, on mettait avec des marqueurs noirs des traits, que ce soit sur le sexe féminin, masculin, ça je me souviens. Ma mère avait du dissolvant pour les... Tu sais, en France, on a mis des feuilles de vigne devant les sculptures, hein, faut pas croire que c'était... Oui, mais du coup, c'est une histoire quand même assez pauvre. L'histoire de l'art, c'était par les bouquins et par juste des images. Et surtout, mon père n'avait pas beaucoup de livres sur la peinture ancienne. Je me souviens qu'il adorait beaucoup les impressionnistes, expressionnistes, beaucoup 20e siècle surtout. Et un petit peu Raphaël, Michel-Ange, des grands noms, mais vraiment, moi j'ai tout découvert du monde des images, que ça soit en mouvement ou arrêté en peinture, en arrivant en France. D'accord. Et je suppose que tu n'avais aucune information sur l'art contemporain. Ou est-ce qu'il y en avait quand même un peu? Les contemporains, je veux dire que, tu vois, disons des années 60, mais des années 60, du nouveau réalisme, c'était quelque chose que vous connaissiez là-bas? Je me demande s'il n'y avait pas un ou deux bouquins de héros qui circulaient. Le collage. Oui, voilà. Le collage et la profusion. Voilà. Intéressant ça. Il y aurait eu un ou deux bouquins de Parce héros. qu'il était considéré comme un artiste très engagé dans les années 70. Absolument, c'est pour ça qu'il est dans le dessin d'ailleurs. c'est pour ça. Bien sûr. Du coup, je pense que ces bouquins ont un peu traversé les frontières et ils sont arrivés dans les pays dictatoriaux justement parce que c'était un symbole. Oui, c'était un symbole de liberté. Voilà, c'est ça. Mais pas plus que ça, c'est vrai. Et puis il y avait la grosse collection du musée d'art contemporain de l'Iran. Farah Diba, la reine de l'Iran, avait acheté des choses, même des Jackson Pollock ou tout ça. C'est amusant, tu viens de dire la reine, on ne disait pas l'impératrice. C'est l'impératrice. C'est ça, hein? Mais moi, j'ai pas vécu, alors. Non, moi non. Enfin bon. Si, toi, t'as vécu. Allez, oui, merci. Oui, je me souviens effectivement du couronnement de Farah Diba à la télévision. Mais du coup, cette collection, à mon époque, était pas visible. Mais il y avait une collection d'art contemporain, effectivement. D'accord, ok. Voilà. Mais bon, à l'époque, c'était vraiment très pauvre. Oui. Très, très pauvre. J'imagine bien. Les pays sortaient de la guerre, il y avait vraiment autre chose à traiter. Voilà. Alors, par exemple, quand tu arrives en France, c'est un monde totalement différent. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus? En fait,
ce qui m'a fait... ça ne m'a pas frappé, ça m'a plutôt fait vivre, c'était que dans la rue, on ne te regarde pas différemment, que tu puisses t'habiller comme tu veux, que tu sois une femme ou un homme, on te traite pareil dans la rue. C'était ça. C'était presque tu deviens inexistant dans la rue. Et cette indifférence, ça m'a fait plaisir parce que c'est ça la naissance de l'individu et la liberté personnelle, finalement. En fait, c'est ça. C'était pas le manque de voile, ou, parce que je savais à quoi ça ressemblait, bien évidemment, en Occident. Mais c'était cet espace de liberté individuelle, même dans la rue, même dans le bus. Voilà, et que tu peux choisir ta façon de vivre entièrement et qu'on te laisse tranquille. D'accord. C'était surtout ça. Et par rapport au monde matériel extérieur, si je puis dire, le paysage urbain, le mode de société de consommation, comme je ne sais pas ce que c'est, oui, qu'était l'Iran, je m'interroge. C'est ça justement, c'est pour ça que je pense que je faisais des collages avec des photos de pub dans les magazines, c'était le nombre de panneaux publicitaires. Ah, tu l'as dit. Ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Et puis ma mère et mon père, ils avaient été dans les années 70 en Iran. Et en France. Ils avaient rapporté des photos? Non. J'ai demandé à ma mère, j'ai dit, maman, est-ce qu'il y avait autant de panneaux publicitaires dans le métro? Elle me dit oui. Ça n'a pas changé. Et je me dis, on est quand même loin. Mais aujourd'hui, je pense que l'Iran a beaucoup changé. Les 15 dernières années. Moi, j'y suis pas retournée, mais ça a beaucoup changé. Et se retrouver à 18 ans seul à Paris, ça a été difficile ou pas tellement finalement? Je pense que la première année était très difficile. Tu étais loin de ta famille aussi quand même. C'était pas vraiment être loin de ma famille, je pense que c'était encore le deuil de mon père. Je pense que c'était surtout ça. C'était le choc, j'étais encore sous le choc, mais... Tu as été accueillie en famille, comment ça? Oui, avec quelques amis. Oui, il y avait des amis de ton père. Il y avait une amie de mon père et d'autres gens, enfin des opposants au régime iranien, voilà, des résistants qui m'ont accueilli, un petit peu comme ça, mais en France, à Paris, on n'a pas non plus les moyens de donner une chambre à quelqu'un. J'ai vite trouvé une chambre dans un foyer. Voilà. Et alors, pour reprendre le fil de la période là qui s'écoule entre 2005 et 2015 aujourd'hui, comment ça s'est passé le travail artistique, les relations avec l'art? Parce que je crois savoir que, par exemple, par rapport au théâtre, tu as quand même une relation privilégiée au théâtre, d'après ce que j'avais compris de mes premiers échanges avec toi. Oui, en fait, pour que je t'explique comment ça s'est passé entre 2005 et 2015, il faudrait que j'explique comment ça s'est passé un petit peu avant aussi. Mais on est là pour. Et que je revienne du coup à l'époque des Beaux-Arts. Ouais. En fait, je veux juste expliquer par quel chemin mon travail artistique est passé. Voilà. En fait, à l'atelier de Pat Andrea, Pat m'a proposé de transformer mes collages en peinture. Et c'est comme ça que je me suis appliquée vraiment à peindre. Après, je me suis pas vraiment, j'avais pas envie de travailler sur mon histoire, sur l'Iran, déjà parce que je venais d'un pays fermé, j'avais pas envie de m'enfermer à nouveau dans ma propre histoire. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt le monde que je découvrais et l'autre que moi-même. Et aussi, par contre, je sentais déjà à l'époque, alors que j'étais très jeune, que ça serait facile de travailler sur mon histoire. Elle était tellement forte et qu'en plus, je me suis dit, même dans les dernières années de mes études aux Beaux-Arts, j'ai senti que j'aurais même du succès vis-à-vis aux institutions françaises. Si je fais un travail justement de militantisme engagé, surtout si j'avais choisi en plus une autre forme artistique que la peinture, parce qu'à l'époque, la peinture, il faut le dire, de la part des institutions françaises, était quand même regardée comme une pratique assez ringarde. Mais en fait, j'ai quand même eu envie de prendre des gros risques.
n'avais pas envie de m'enfermer sur moi, sur mon histoire. Ce qui m'intéressait, c'était tout ce que je découvrais. Alors, au début, je me mets à transformer mes collages en peinture et très spontanément, j'ai toujours été très spontanée, instinctive dans mon travail. Ça veut dire, bien sûr, il y a une part intellectuelle que je découvre parfois par posteriori, mais c'est des envies très fortes. J'ai envie de peindre quelque chose, de dessiner quelque chose. Ça s'appelle la nécessité intérieure, exactement, disait Kandinsky. Exactement. Et donc, je me mets à peindre des grands visages, des très grands visages, et c'était sur du papier, sur des très grands formats qui étaient 2 mètres par 3. Et je me suis rendu compte, 1 an après, que tous ces portraits étaient complètement et inconsciemment influencés par les peintures de propagande en Iran. Et oui, on ne s'en refait pas. Hein. La mémoire visuelle. Et j'étais très choquée. Je me souviens même, le jour où je me suis rendu compte de ça, c'était une émission qui passait à la télé sur l'Iran, et j'ai vu les façades, et j'ai vu mes peintures, et j'ai fait comme ça, parce que c'était des images que je maîtrisais le plus. C'était des portraits de propagande, le portrait de Khomeini, mais c'était en fait mon seul rapport à l'image de façon concrète. Pendant toute la guerre et après, parce que c'était des grandes images peintes sur des fresques énormes. Et du coup, je me suis dit, voilà, l'Iran, que je veuille ou pas, est là. Donc, je n'ai pas besoin de travailler encore plus sur ça. Après, donc, ces grands portraits... Et ces figures, ces portraits, c'était qui que moi je peignais. Oui, bien sûr. C'était surtout, donc, encore à base de collage, c'était des gens anonymes que je trouvais. À l'époque, je pense que je me suis mise à rechercher des portraits sur Internet. D'accord. Et j'ai commencé à introduire des gens que je connaissais dans ces portraits. Et en fait, c'était un rassemblement de gens. C'était toujours une dizaine de personnes qui se regardaient. Ça n'avait rien à voir avec le traitement aujourd'hui de mon travail. C'était très différent. C'était peinture sur papier. C'est ça. Et le papier, c'était une question d'économie, je suppose. Oui, et puis je peignais très vite. Du coup, oui, et puis c'était plus facile. Économie, et puis c'était un rapport à la rapidité. À la rapidité, d'accord. Voilà. Rapport au geste. Et après, ah oui, et le rapport à la photographie, c'est venu là aussi, parce que justement, je travaillais avec une autre prof aux Beaux-Arts qui est par ailleurs considérée comme une artiste engagée en France, c'est Barbara Lesgen, qui me conseille de faire des collages à partir de mes propres photos, que je prenne des photos, que je les transforme en collage, et je pense que c'est là mon premier rapport intime à la photographie. Par la suite, la photo a toujours eu une influence dans mon travail, aujourd'hui de moins en moins, mais je m'en sers surtout pour la pose de mes personnages. Ça veut dire, au lieu de les faire poser, les personnages, puisque ça prend beaucoup de temps, je leur donne une pose, je demande une posture, je prends en photo le personnage. Est-ce que la photographie ne te permettait pas, d'une certaine manière, une mise à distance de ces images-là par rapport à ce qu'elles portaient de cette culture iranienne? Forcément. Pas quelque chose qui permettait, tu vois, une mise à distance. Il y a, en fait, c'est paradoxal parce qu'il y a cette distance, mais il y a ce rapport d'intimité du coup, puisque je choisis une photo, je la sors de son contexte imposé, le contexte initial, et je me l'approprie, j'en fais ma propre lecture. Donc c'est une distance, mais aussi c'est un rapport d'appropriation. Oui, mais cette fois-ci, conscient. Bien sûr, bien sûr. Mais aussi, ce qui m'intéressait quand j'utilisais des photos que je trouvais sur Internet, c'était que c'était des photos accessibles à tout le monde. Ça m'a toujours intéressé de me servir des choses, normalement, qui appartiennent à tout le monde. Que ce soit des mythes, des légendes, des contes de fées, ou une image. Et sortir cette chose de son contexte initial et me l'approprier. Ça, ça a toujours existé dans mon travail d'une manière ou d'une autre.
après cette période, en fait, j'ai commencé à introduire des éléments architecturaux parmi ces grandes têtes. Et ça aussi, c'était pour ma fascination pour le monde occidental, parce que les grandes architectures, et puis je faisais des lieux publics, comme des casinos, des fêtes foraines, des choses que je n'avais pas connues. Tout ce qui était interdit là-bas. Pas interdit, pas mais... interdit, c'était pas la même culture, voilà, c'était autre chose. Et après, à un moment donné, je pense que même c'était après l'école, j'ai commencé à peindre mes amis, à faire des mises en scène, et c'est là où le travail est devenu plus introverti. Ça veut dire, je m'intéressais désormais plus à l'intérieur de l'homme, plus qu'à son environnement, son extérieur. Et voilà. Ça, c'est artistiquement, si je peux, j'ai pu un tout petit peu résumer comment j'ai fait les dernières années. Après, est-ce que ta question était professionnellement? Qu'est-ce qui s'est passé après 2005? C'était aussi ce rapport au théâtre. Alors, mon compagnon, il est acteur, voilà. et il est metteur en scène, donc je pense que c'est pas forcément que grâce à lui, c'est aussi que... C'est aussi que dans ma peinture, il y a la notion du jeu est très importante. Ça veut dire, dans mon dessin c'est pareil, démontrer que c'est pas réel, c'est du jeu, c'est mise en jeu. Et même mes personnages, quand je leur demande de poser, c'est comme une scène de théâtre ou une scène de cinéma, parce qu'il y a des accessoires, il y a le maquillage, et puis je demande une posture très précise. Je pense que c'est là le rapport le plus intime, c'est que c'est un jeu, c'est pas du réel, c'est une vision du réel. C'est un mélange entre le réel et la fiction. Exactement, exactement. Et ça a toujours existé aussi dans mon travail. Après, est-ce qu'il y a une narration dans chacune de mes images? Je dirais, bon, c'est quelque chose d'intéressant. Je dirais que c'est le même rapport à la narration qui existerait dans le rêve. Ça veut dire qu'il y a des éléments qu'on peut analyser psychanalytiquement de façon différente, faire des hypothèses même différentes. Donc il n'y a pas un seul message, mais plusieurs messages. Et chaque élément, chaque symbole peut venir d'un univers différent. Et ça, on revient sur le collage, et la combinaison, la cohabitation des choses. Et tu cultives tout particulièrement une sorte d'esthétique de l'énigme dans ton travail. J'aime bien la formule de... Je perds le nom du philosophe là. Allemand? Non, français, on entend parler beaucoup de lui maintenant. Michel Onfray, pardon. Michel Onfray, il a une formule qui me plaît bien. Il dit que toute œuvre d'art digne de ce nom recèle une énigme. C'est vrai que ton travail est de l'ordre de l'énigmatique. Complètement. Tu cultives ça. Complètement. Dans ce jeu de réel et de mélange entre exactement. réalité et fiction. Ça veut dire, en fait, je me sers du réel comme un outil d'illusion picturale. Ça veut dire, le spectateur, il se sent dans un confort visuel, puisqu'il pense qu'il peut décoder les éléments. Mais au fur et à mesure, il est pris par une étrangeté et il voit qu'il n'a pas la clé pour déchiffrer une action qui est comme si elle était en train de se dérouler, mais l'objet de cette action est absente. Du coup, c'est là qu'il déstabilise le spectateur, parce qu'il pense connaître, puisqu'il y a un aspect réel, proche du réel, mais en fait pas du tout. Et ça le déstabilise encore plus que si c'était une œuvre abstraite. Et est-ce que cette procédure, elle ne tiendrait pas au fait que ton histoire, cette charge de ton histoire, fait que tu ne veux pas, justement, enfin, tu tords le cou au réel pour pouvoir y échapper quelque part? Écoute Philippe, je pense que tous les événements de ma vie influencent mon travail, et ça en particulier, mon passé en particulier, mais forcément, je ne peux pas échapper à mon histoire, et c'est vrai que j'ai pas envie de traiter de mon histoire dans mon travail artistique. Non, mais sans traiter de ton histoire, toujours prendre le réel et finalement l'entraîner vers la fiction. Oui, bien sûr, je pense que ça a à voir avec ça. Mais c'est pas une chose consciente. Je ne dis pas je vais faire ça pour échapper à mon passé.
Alors, la série d'aquarelles, C'est technique mixte, ça veut dire technique mixte, c'est vrai. comme là, Comme c'est par exemple, on voilà, voit ici, crayon oui. de couleur, encre et aquarelle aussi, oui. Donc, l'ensemble des pièces, par exemple, que l'on peut voir sur le stand de chez Vincent Sateur, sont des pièces récentes. Oui, il y a des pièces très récentes. Alors, justement, en parlant de l'inconnu et ma fascination toujours pour l'inconnu, j'ai eu vraiment comme une obsession pour Hokusai quand j'ai vu son expo des estampes. Et donc, il y a un petit peu une influence japonisante dans certains des dessins, mais c'est toujours comme tout ce que je traite qui passe par mes filtres. Du coup, on ne reconnaît pas forcément, mais... J'avoue, franchement, je n'aurais pas pensé au Hokusai. Voilà. Tout de suite, là. Mais... C'est au Grand Palais, on sait pas. Oui, c'est au Grand Palais. Mais aussi, il y a des empreintes de la miniature indienne, miniature iranienne aussi. Pour le moins, ça, c'est même très prégnant. Oui. Je dirais pas plus que d'autres. Enfin, je dirais ce qui est très très présent, c'est ma palette de couleurs qui est iranienne. J'avais parlé de tachromie, justement. Et ça, c'est vraiment que je veuille ou pas, c'est comme ça. Ça veut dire que je suis attirée, quand je mets des couleurs, je suis attirée par ces couleurs-là. Le bleu très azur, le vert. Ça, c'est une palette très iranienne. Et ça, c'est pareil que la mémoire visuelle. Ça veut dire, c'est comme le goût, c'est comme l'odorat, c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi. Consubstantiel à la limite. Voilà, c'est les tapis, que je veuille ou pas, ma palette est comme ça. Une autre chose aussi qu'on me dit, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment définir l'origine de mes personnages. Même s'ils peuvent être chinois, japonais, suédois, je les passe par les filtres d'un visage iranien. Du coup, ça fait toujours des personnages avec des origines qu'on ne peut pas vraiment définir. Ça aussi... C'est aussi parce que tu travailles sur l'archétype. Oui, exactement. Justement, donc cette série récente, comme d'autres séries, j'ai une grande passion pour les archétypes et sur ce que Jung appelle l'inconscient collectif. Ça veut dire l'inconscient collectif comme un langage ou un mode de communication entre les gens. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrive ici, j'ai 18 ans, même si je ne connais pas la mythologie grecque entièrement, je suis proche de cette mythologie. Pourquoi? Parce que l'humanité, pendant des siècles, sa pensée s'est transformée à travers cette mythologie. Donc, que je veuille ou pas, déjà à ma naissance, cette pensée humaine existe. Ah oui, d'accord. J'allais dire ce formatage, c'est terrible, mais enfin c'est un peu ça, quoi. C'est pas vraiment un formatage. Non, c'est pas un formatage. C'est plus libre. Oui, c'est plus ouvert, heureusement. Voilà. Enfin, c'est un filtre. Voilà. Et après aussi, justement, parlant d'archétypes et de symboles, c'est que l'homme, il y a beaucoup de choses qu'il n'arrive ni à comprendre ni à définir. Il utilise le langage des symboles pour pouvoir s'exprimer. Mais ça, Jung dit que c'est juste un aspect psychologique d'un fait de plus grande importance, c'est que le cerveau fabrique aussi des symboles de façon inconsciente, comme dans le rêve. Ça veut dire, dans le rêve, la pensée rationnelle ne s'exprime pas entièrement de façon crue, mais elle choisit une forme symbolique pour s'exprimer. Et dans mon travail, c'est quasiment pareil. Ça veut dire, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément définir ou mettre des mots et qui choisissent des symboles différents pour exister. Donc l'archétype, les mythes, les contes de fées, c'est là où ça devient pour moi un mode de communication. Ça veut dire on les connaît pas, c'est des symboles inventés ou préexistants, mais ça nous permet de nous comprendre d'une certaine manière. Tout en invitant toujours le regardeur à être dans cet état où finalement tu donnes à suggérer quelque chose. Exactement. Je ne donne pas forcément la clé. Cette clé, je ne l'ai peut-être pas. Hein. Mais alors comment, par exemple, pour revenir au dessin, il faut quand même que je sois attentif à articuler les choses par rapport à ce qui est ici vecteur cardinal de cette affaire de Drawing-Now. Par rapport au dessin, comment l'activité du dessin prend-elle dans ton travail sa place par rapport à l'activité de la peinture?
Alors, est-ce que ce sont des activités distinctes ou est-ce que ce sont des activités consécutives? Comment ça se passe? il y a une chose qui est très différente chez moi entre le dessin et la peinture, et ça je pense toujours à la phrase de mon ami qui est dans la salle, Simon Passeca, qui dit qu'on a moins de respect pour le papier, support de papier, que pour la toile, parce qu'il est moins noble dans l'histoire, et que finalement, inconsciemment... L'un serait noble, l'autre serait ignoble, comme disait les futuristes. Il ne serait pas ignoble, mais presque vis-à-vis du temps aussi qu'on passe dessus, une toile, on peut la jeter, on peut pas la jeter facilement, mais un dessin, on peut se dire, bon, si je le rate, c'est pas grave. Du coup, inconsciemment, ça suggère une plus grande liberté. Oui. Ça veut dire, mes dessins peuvent être des idées complètement folles, que parfois, je n'aurais pas... je ne voudrais pas peindre forcément, mais du coup, ça me permet de respirer, d'être plus rapide et plus libre, vraiment plus libre. Et oser des choses que parfois, j'ose pas parce que la procédure de peinture est plus compliquée. Voilà. Et sur le plan d'une iconographie plan d'iconographie, c'est pareil, c'est plus libre aussi. Ça veut dire qu'il y a des choses... Aussi, je pense que ça, là je suis en train de m'analyser en direct, je pense que ça doit venir de la miniature persane qui est aussi sur le papier. Et du coup, sur le papier, j'ose des choses plus ethniques, que j'aurais peur de les peindre parce que c'est plus proche de la miniature finalement, le papier. Je ne sais pas si je suis claire. Tu aurais plus peur de les peindre donc de les dresser dans une forme qui est peut-être plus résistante, plus durable, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Alors que le papier, il a la fragilité et peut-être la disparition, plus facile que la toile. C'est aussi ça, mais aussi par exemple des fragments ethniques que je traite dans le dessin, je ne les traiterai pas forcément dans la peinture, et c'est pas par la fragilité du papier, c'est que essentiellement, la miniature, qui est une chose ethnique et culturelle, se fait sur le papier. Du coup, c'est comme si traiter des éléments qui ont une connotation culturelle très forte, ça veut dire que ce soit des éléments de la miniature perse, mongolienne, indienne, pour moi c'est plus facile sur le papier, puisque à la base ça se faisait aussi sur le papier que sur la toile. Ça voudrait dire qu'il y aurait plus aussi de référence à tout ce qui est l'incarné, le corps, la sexualité, la sensualité sur le papier que sur la toile? La sexualité ou la sensualité, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une grande tradition. Il y a des images très très imaginaires qui se sont toujours faites sur le papier, que ce soit Gustave Doré en France, au Hokusai, ou chez les Indiens. Et ça, oui, ça se fait plus sur le papier. Et ça, je pense que pour moi, c'est important. Sur la toile, ça prend une autre forme. On est plus dans la forme dans mes peintures que juste dans quelque chose de libre et quelque chose qui peut respirer. On est plutôt dans des volumes. Et pourtant, dans mes dessins, moins. Et pourtant, je dirais que dans l'un comme dans l'autre cas, il y a toujours ce critère chez toi, enfin cette caractéristique chez toi, qui est l'invasif. Je trouve que ton image est toujours terriblement invasive. Elle accapare très vite à la fois le support et le regard. Une manière de vouloir, je ne sais pas, capter, prendre, occuper. Comment tu parles de cette invasion-là? Ça, c'est déjà, je pense qu'on peut l'analyser de plusieurs manières. C'est que moi-même, je me sens, par tout le savoir qui reste à découvrir et tout le savoir que j'ai acquis en France, j'ai toujours été plus ou moins envahie et accablée par toute cette information visuelle, que ce soit dans le cinéma, le théâtre, photo, peinture ancienne, peinture contemporaine. Déjà, je pense que c'est ça. C'est où je reçois tout ça, il faut que je puisse le rendre.
à ma manière. Mais aussi, ça doit venir de mon caractère, qui est peut-être un peu comme ça. Je sais pas. Alors prenons l'exemple d'un dessin, peu importe celui qui passe, la genèse, vraiment les étapes de la fabrication. Parce que tu nous as parlé de technique mix. Donc comment ça commence et comment ça se développe? Ça commence comme dans mes peintures, souvent par le personnage, parce que j'ai déjà un document photographique avec la pose. Même pour le dessin? Oui, même pour le dessin, oui. Pour le dessin, il y a toujours cet amont photographique? Oui, il y a toujours là, par exemple, c'est une amie qui a posé. Oui, oui, toujours. Et ça, du coup, j'ai... Le dessin ne s'invente pas la figure? Bah, non, pour les figures, j'ai toujours aussi des documents. Donc il n'est pas très libre, ce dessin. Bah, après... Contrairement à ce que tu disais. Il est libre c'est dans l'exécution, peut-être. Il est libre parce que j'ai pas vraiment photographié une femme arbre, par exemple, dans une forêt avec des singes. Vraisemblablement. Voilà. Ni une fille qui avait un cheval bleu dans la main. Pour moi, ça, on peut aimer Auguste Maqueux et avoir une petite sculpture. Oui, bien sûr. Mais en fait, je commence par le personnage. Tu commences par le personnage. Et quelle technique? Souvent, c'est crayon couleur. Voilà, je pensais aussi. Voilà. Tu n'utilises pas la mine de plomb? Non. Qu'est-ce que tu as contre la mine de plomb? Bah, j'ai rien contre la mine de plomb. Tu vas peut-être pouvoir t'exercer. On m'a donné tout à l'heure une boîte de je ne sais quel partenaire, je vais te l'offrir. D'accord, ok. J'essaierai, je t'en dirai plus. Et en fait, et après, par exemple, là, oui, par exemple, là même si elle va disparaître. J'ai commencé à dessiner Antoine, et donc il n'avait pas coupé une tête. Donc j'ai ajouté la tête. En fait, ça commence comme un puzzle. Il y a les éléments qui arrivent au fur et à mesure. C'est une composition qui se met en place au temps de l'exécution. C'est pas très défini dans ma tête. C'est pas, d'accord, il n'y a pas de préliminaire. Voilà, c'est pour ça que je dis libre, c'est que je ne sais pas exactement où est-ce que ça va m'amener. D'accord. Dans mes peintures, il y a un peu ça aussi, mais dans le dessin, je me permets vraiment beaucoup plus de liberté. Il y a aussi le blanc du papier. Oui, qui importe, bien sûr. Mais alors donc, il y a la mise en place de la figure, et je dirais le décor qui vient par la suite. Parfois, il n'y a pas vraiment de décor. Non, c'est exact, mais bon, là par exemple, le nain, tout à l'heure... Voilà, oui, on peut dire que... Parce que le végétal, la nature, c'est assez important aussi. Hein. Oui, oui. Elle prend sa place dans cette affaire. C'est très important. Et tu ne nous en as pas encore parlé. C'est très important. Il y a beaucoup de choses parler de cela. Oui, alors je dirais mon rapport, si tu veux, au décor ou à la nature. C'est un petit peu, si je dois faire une comparaison, je reviendrai dans le temps très ancien, ça serait comme des artistes de la Renaissance, où c'est la nature, et mon parcours c'était comme ça, c'était le personnage qui était plus important, et les histoires que les personnages avaient, et au fur et à mesure il est devenu de plus en plus petit, comme chez les artistes de la Renaissance, et la nature a pris de plus en plus de place, et est devenue comme le terrain libre où il y avait ces personnages, et le terrain de l'imaginaire passe souvent par le décor ou par le paysage finalement dans mon travail, que ce soit le dessin ou la peinture. C'est là où il y a tous les mystères qui se cachent entre les arbres, les branches. C'est très organique, c'est pas du tout cohérent, c'est pas des natures cohérentes, ça veut dire que c'est des arbres qui viennent par exemple de sortes très différentes. Encore une notion du collage. Pareil pour les rochers, c'est une nature inventée, c'est une nature symbolique ou onirique. En même temps qu'il y a cette dimension dans ton travail, dessiné ou peint d'ailleurs, qui semble quand même toujours renvoyer un peu à l'idée de l'illustration au meilleur sens du terme, hein, j'entends. Je me souviens que lors d'une de mes premières visites à l'atelier, je t'avais interrogé par rapport à cette qualité-là qui m'avait frappé, qui me paraît toujours présente.
qui renverrait à tout un monde éditorial, de livres illustrés, disons d'un temps passé, parce que je crois qu'aujourd'hui ça n'est plus comme ça. Ça a joué, ça a été important aussi ou pas vraiment, parce que si, c'est important. Ces arrêts sur image de tes dessins comme de tes peintures, donc dans une sorte de suspens narratif, de sorte qu'on ne sait pas quel est l'amont, on ne sait pas quel est l'aval, tout ça a joué. C'est vrai que j'aime beaucoup, enfin, quand j'ai découvert tous les dessins de ce qu'on appelle l'histoire naturelle, le dessin comme ça arrêté, ou bien il y a aussi un livre, je ne me souviens pas le nom, mais c'est des scènes d'esclavage. On retrouve dans ton... Voilà, exactement. C'est des Arabes avec... à propos de ça on avait parlé. Voilà, exactement. C'est des Arabes avec des esclaves noirs, parce que les Arabes ont pris beaucoup d'esclaves noirs. Au contraire de ce qu'on ne sait pas trop, c'était des plus grands gens qui prenaient des esclaves, c'était des Arabes que des Occidentaux. Sauf que les Arabes, les Blacks chez les Arabes, ils n'ont pas survécu, parce qu'on les a maltraités, et chez les Blancs, ils ont survécu. Du coup, on considère l'Occident comme les seuls colons, mais les colons arabes, ça existait, bien sûr. Et même, je me souviens d'une scène, donc d'une illustration d'un Arabe qui est en train de compter les dents d'un Noir, et ça m'avait frappé. Donc, je pense que si tu me demandes, est-ce qu'une illustration a une place dans mon travail, oui, mais je dirais, toute forme d'image que je côtoie a une part d'influence. Que ça peut être le cinéma aussi. Des images en mouvement ou images arrêtées, la photographie, ou même ce qu'on appelle photographie mise en scène, comme Jeff Wall ou Gregory Cretson. Ils ont chacun, oui, une part d'influence. Après, est-ce que les livres illustrés ont une plus grande influence? Si peut-être tu juges comme ça, mais moi je pense qu'il y a une part d'influence un peu égale entre énormément de sources visuelles finalement. Tiens, je vois un tableau qui s'appelle Le Butin, là, qui passe, on l'a vu un peu rapidement. Oui. C'est vrai que c'est tout un monde à chaque fois. Enfin, c'est même presque épuisant quand on regarde un travail de Nazanin Bouillander, parce qu'on se dit qu'on ne va jamais s'en sortir une fois qu'on rentre dedans. Tu essayes de nous rendre prisonniers de l'image. Mais est-ce que dans la vie, on ne s'en sort pas forcément non plus? C'est le reflet du monde. Le monde, il est vaste, on est faible, on ne sait pas quoi faire face au monde, on ne sait pas où il va nous amener, on ne sait pas tout. Pour moi, c'est pareil. C'est un monde que je fais et que je découvre en même temps. Et c'est le reflet du ressentiment du monde. Alors, je voudrais pour peut-être commencer à imaginer qu'on va s'arrêter et laisser, mais tu n'as pas l'air fatigué, donc c'est parfait, mais surtout laisser peut-être la salle te poser des questions. Je voudrais revenir à tu me parles de la façon dont tu as pu appréhender cette situation à laquelle tu m'as demandé de participer. Je pense à cette exposition, si j'ai bonne mémoire, la première que tu faisais à Téhéran, il y a 2 ans. Ah oui. Parce que ça a été, c'est vrai que c'était assez surprenant. C'était il y a 4 ans maintenant. Déjà 4 ans. Oui. Le temps passe vite. Donc, tu m'as demandé de faire un texte qui accompagnerait cette expo. Bien entendu, avec bonheur, j'ai fait ce texte. Mais ce qui m'a intéressé, et ce dont tu m'as parlé à ce moment-là, c'est que tu m'as dit, évidemment, je ne vais pas pouvoir exactement montrer ce que je fais, toute l'étendue, je dirais, iconographique de mon travail. Donc, est-ce qu'il y avait, comme s'il y avait un principe là d'autocensure? En fait, je me suis posé. Déjà, je ne suis pas allée à cette expo. J'ai envoyé l'étoile. C'est une façon d'y aller. C'est une grosse façon d'y aller. C'est une énorme façon d'être. Ça faisait déjà 11 ans que j'étais en France, ou 12 ans. Et je m'étais toujours dit non, je ne ferai pas une expo en Iran. Je pense qu'il y a eu quelques éléments qui ont fait que... Oui, pourquoi cette décision finalement?
Alors déjà, je me dis, on ne vit qu'une fois et j'aimerais exposer dans mon pays d'origine de mon vivant. Déjà. Et que la peinture en Iran, ça s'exerce aujourd'hui, mais ils n'ont pas vraiment de référence. Les grands peintres, ils ont quitté le pays. Il y a certains peintres très anciens, mais ce qu'on appelle la peinture contemporaine peut exister d'une certaine manière, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est exercé ici. Alors j'ai pensé un peu à ma mission que j'ai quitté ce pays, j'ai appris des choses ici, et je m'exprime complètement librement, et je me suis dit, j'ai envie que le peuple que j'ai quitté voit mon travail, déjà, et j'ai pris aussi ça comme un challenge. Ça veut dire, j'étais suffisamment mûre pour dire, je ne vais pas faire d'autocensure, mais je vais prendre ça comme un challenge et ça devient, en fait, ça revient un peu à la culture iranienne, c'est que la culture iranienne, puisqu'elle a toujours été plus ou moins assez fermée sous les différentes formes de dictature, l'art iranien a toujours développé une sorte de langage artistique métaphorique, puisqu'on ne peut pas dire les choses de façon crue, on ne peut pas, même la culture iranienne est comme ça. Et je me suis dit, et si je me sers de ce langage métaphorique pour m'exprimer, comment on fait ça? Et puisque mes personnages étaient dans des scènes plutôt primitives, archaïques, ça parlait beaucoup du désir, des instincts premiers, de la peur, la mort, je me suis dit, je mets un élément de la civilisation qui est le vêtement dans ces tableaux et finalement le vêtement devient le sujet aussi. Donc j'ai pris finalement toute cette décision comme un challenge, mais c'est vrai que j'ai fait des toiles exprès. Mais par la suite, du coup le vêtement a tellement trouvé sa place aussi dans ma peinture que maintenant... Voilà. Il n'est plus le simple prétexte d'une exposition en Iran. C'est ça, exactement. D'accord. Voilà. Alors, dernière question complètement folle, pourquoi tu peins? Parce que je ne peux pas faire autrement. Voilà, j'espère bien cette réponse d'ailleurs, tout simplement. Et c'est ça, en fait, ta question, je pense que c'est là l'engagement de l'artiste. C'est que si un jour, moi, je ne vais pas à l'atelier, j'ai l'impression que je trahis quelque chose. Et je pense qu'un artiste qui est engagé de façon existentielle, c'était le mot que Ernest Pignol-Ernest a utilisé. Et puis, moi, j'ai un engagement existentiel, pas un engagement politique. Et je pense qu'un artiste qui est existentiellement engagé, il a une sorte de mission à accomplir. Une mission qui peut être de l'ordre de prophétie. Ça veut dire que ça ne lui appartient pas forcément à lui. Il doit le faire. Et il sait que ça peut perdurer même après sa mort. Donc, c'était un peu la qualité de ta posture d'aller faire une exposition en Iran. C'était de l'ordre de la mission. Oui, ça aussi. Et de l'engagement, donc. Oui, bien sûr. Après tu n'as pas du tout posé cette question, parce que tu es quelqu'un de très fin, mais il y a un problème que j'ai envie de dire, même si là, il n'y a pas beaucoup de gens des institutions françaises, c'est qu'en général, il y a un problème en Occident qui est que on limite la liberté de l'artiste quand il vient des pays orientaux ou des pays tiers-monde ou des pays dans lesquels la dictature est exercée, parce qu'on lui donne la parole que si il est dans une démarche subversive. Ça veut dire, on a vu ça avec des artistes chinois qui ont fait l'art anti-révolutionnaire, mais du coup c'est ça qui est devenu l'art officiel, et l'Occident a joué un grand rôle, parce qu'on voyait de plus en plus des expos qu'avec des artistes chinois et qu'avec ceux qui faisaient un art anti-révolutionnaire. Malheureusement, on voit ça de plus en plus avec des artistes iraniens qui font... Moi, je n'ai rien contre un art subversif, mais il ne faut pas limiter un artiste à un combat politique ou n'importe quel autre combat. Il est libre de le faire, mais on ne peut pas limiter, ni à sa nationalité, ni à sa culture, ni à un combat prédéfini, politique ou autre. Oui, mais c'est aussi parce que l'art est par nature subversif. Oui,
est libre. Oui, la liberté, justement, ça se gagne tout le temps, tous les jours, dans l'atelier notamment, par exemple. Il y avait quelqu'un qui disait, je ne me souviens plus, c'était un philosophe, c'était justement après les événements de Charlie Hebdo, qui disait la liberté, c'est un endroit où ça fait forcément un petit peu mal aux autres. En tout cas, ta liberté, elle nous réjouit, c'est ça qui est important. Merci Nazanin. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va voir si tes camarades sont bavards. Moi, j'en reviens. Allez-y. Bonjour Nazanin. Bonjour. J'avais bien la question de M. Piguet qui te demandait pourquoi tu parles finalement. J'aimais bien ta réponse aussi. Alors, il y a une question, alors, on se connaît intimement, Nazanin et moi, mais une question que j'ai jamais osé te demander. Oui, t'as attendu aujourd'hui. Oui, Je l'ai appelé hier au téléphone, je lui ai dit enfin tu vas pouvoir la poser ta question. C'est vrai. Donc voilà pourquoi je suis là. Écoute, oui, je me demande quel rapport tu as avec ton œuvre une fois que c'est fini. Une fois, parce que j'ai toujours, enfin on sait, on a lu des choses sur Van Gogh et d'autres, on sait qu'ils ont des rapports assez contradictoires avec leurs œuvres. Une fois que ça a couché, une fois que ça existe. Toi, j'ai jamais su. Je me demande quel regard toi, qu'est-ce que tu ressens, parce que comme tu as dit, tu le composes comme des poses, ça peut t'échapper parfois. Mais après, comment tu fais? En plus, dans ton atelier, tu vis en permanence avec tes œuvres. Je me suis dit, comment tu fais? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est constant? Est-ce que c'est variable? Bah, ça fait tellement partie de mon quotidien que j'ai pas de distance. Ça fait partie de moi. Je dis pas, c'est comme mes enfants, tout ça, j'aime pas trop ce terme, mais c'est des images qui sont sorties de moi et je suis très familière, donc je suis assez neutre finalement. C'est comme, est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu les bien aimes? sûr, Ou est-ce que bien tu sûr, les... je les aime. Ou est-ce que tu trouves qu'ils te parlent d'autre chose après? Enfin non, est-ce que... Oui, parfois je les regarde et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là? Mais oui, c'est des images qui sont finalement tellement proches de moi que j'ai pas de recul. Je peux pas dire. Elles t'apprennent quelque chose de toi? Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Quoi? Bah, tout ce que j'ai raconté, par exemple, parce que finalement, une œuvre, ce que j'ai dit au début, doit suffire à sa raison d'être. Donc, moi, je ne suis pas écrivain, mais tout ce que je peux dire de mon travail, c'est mon travail qui me l'a appris. C'est pas moi qui l'ai écrit avant, qui ai pensé avant. Je regarde mon parcours, je regarde mes peintures et voilà, c'est ça. Oui, ça apprend beaucoup de choses sur moi, sur mon regard envers le monde. Pour aller dans le sens de sa question, Oui. est-ce qu'il y a des œuvres que tu détruis? Non. Après, s'il y a une œuvre qui se détruit avec le temps, je serais un petit peu embêtée, mais non. Aucun morceau de toi, issu de toi, ne te déçoit. Bah, il y en a qui sont un peu moins bons que d'autres. Voilà, ça. D'accord. Non, mais tu pourrais très bien Mais il me ne déçoit pas supporter un morceau Il de me toi et déçoit vouloir pas. le détruire. Je comprends qu'il soit moins bon qu'un autre, mais Oui. j'ai pas un sentiment de déception forcément. D'accord. On aura poussé le bouchon un peu plus loin. Ouais. Madame. Moi, c'est très technique, mais vous avez parlé de la liberté que vous trouvez dans le dessin sur papier. Y a-t-il des papiers différents? Vous travaillez sur des papiers différents? Vous testez des papiers différents? Vous expérimentez? Bah, en fait, Parce que, oui. c'est ça. C'est vrai qu'il y a une liberté dans le dessin qui n'existe pas dans la peinture. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Je pratique les dessins aussi. Mais donc je vous rejoins tout à fait. Mais c'est au niveau technique. Est-ce qu'il y a des papiers qui se révèlent à vous, qui vous révèlent des choses? Bah, en fait, je suis un peu têtue. Ça veut dire que dès qu'il y a un support qui me convient, je reste avec. Donc là... Ça s'appelle aussi de la fidélité. Oui.
Voilà, donc il y a un papier qui me convient beaucoup, c'est du Canson, je ne sais pas si c'est 180, c'est ça, 180 grammes. C'est pas fourni ça. Il m'a fourni la première fois, c'est lui qui m'a Ouais, c'est fourni. de 224. Oui, oui, voilà. C'est le grain fin, j'imagine. Parce que quand Oui, on oui, fait c'est un grain là, fin. C'est grain fin sur le gros grain. Voilà. Il m'a fourni ça. Sans le Non, non. C'est Philippe Marin, on peut le nommer. Ah bah oui, on Oui. le connaît bien Philippe Marin dans le Oui, monde oui, oui. qui est le vôtre. Ça, Non, mais pour on le a coup. la chance d'avoir un Philippe Marin en France. Oui, oui. Franchement, Ah ouais, bah ouais. ça c'est exceptionnel. Moi, je suis au Québec, je peux vous dire comment. Nous avions entendu que vous étiez là-bas. Et c'était bien agréable en plus. Ma provision. Quand je vais en Europe, il y a des choses que j'achète seulement en Europe. Et je ne trouve pas en Amérique du Nord. Oui, Moi, j'ai aussi une question. intime. Je l'ai aussi appelé hier soir. C'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu parlais de la facilité qui peut avoir certaines personnes ou certaines institutions, surtout enfin, en France, de faire des raccourcis entre ton histoire et l'insistance qui peut venir des gens, d'appuyer sur ça et chercher des clés de ton travail ou espérer ça. Est-ce que tu l'as vécu depuis le début? Est-ce que tu as vécu ça comme une sorte de combat, le fait de chercher à t'affranchir de ça? En fait, aux Beaux-Arts, déjà, la peinture était un combat à mon époque. Ça veut dire, choisir la peinture était prendre un risque. Vraiment, les ateliers de peinture étaient très mal regardés. Deuxième risque, c'était que je ne savais pas très bien peindre, et pourtant je choisis une forme de peinture proche du réel, ça veut dire très difficile, puisqu'il y a toute l'histoire de la peinture qui est derrière. Aujourd'hui, tu ne peux pas arriver et faire un corps sans qu'il y ait des références avec toute l'histoire de la peinture. Et il y avait aussi en plus ce combat, oui, d'être moi-même, de ne pas suivre ce qui est obligatoire. Donc oui, c'était une période où il fallait être un petit peu rebelle, je pense. Parce que j'ai l'impression que quand on est iranienne comme toi, c'est une obligation d'être révolutionnaire et de l'affirmer dans son art, parce que c'est comme ça que c'est ce que la société peut attendre des... Après, être révolutionnaire... Révolutionnaire dans le sens aller contre le régime. Contre Ah oui, oui, oui. dénoncer Oui, c'est tout exactement ça. ce que j'ai dit. Oui, on peut pas enfermer l'artiste dans cette posture. Moi, je suis complètement contre. Et pour toi, ça a été un combat d'aller contre Plus ça. maintenant, mais je pense que... oui, à l'époque des Beaux-Arts, oui, quand j'étais étudiante, je l'ai senti, même des profs qui me disaient, mais pourquoi tu ne travailles pas sur ton histoire? Et pour ça, je remercie très fort Pat Andrea, qui a jamais agi sur mon imagination, ni sur mes sujets de travaux. Voilà. Et pour rebondir sur cette question, est-ce que tu te considères encore aujourd'hui comme une exilée? Alors, exil, pour moi, c'est un mot qui a une connotation négative. Ça veut dire qu'il y a un sentiment de nostalgie ou de manque par rapport à un pays d'origine. Moi, je n'ai pas du tout ce sentiment, je te le dis franchement. Pour moi, mon pays, aujourd'hui, c'est la France. J'ai vécu en Iran, certes. Il me suit dans mon travail. Oui, tu as vécu plus que ça, tu as été fondé en Iran. Oui, dans mon accent, l'Iran est là partout, mais je ne me sens pas vraiment exilée, non. C'est un choix aussi. Si je veux vraiment retourner, je pense que je peux, mais... Tu n'y es pas du tout retourné. Je suis retournée une fois en 2002, et ça m'a tellement suffi que je ne suis plus retournée. J'ai une question aussi. Parce qu'au départ, il y avait, tu as parlé de ton arrivée en France et qui t'a dit que la liberté ici, c'était l'indifférence en fait par rapport à toi. Donc il y a un ressenti de liberté qui presque du genre désintéressé en fait. Et en même temps, il y a la question de la présence d'Iran, tout ça qui revient. Tu dis oui, je ne voulais pas m'échapper à ça, mais en même temps, ça implique un peu que, en fait, tu échappes à ça, tu cherches à ne pas être dedans. La question que je me pose,
qui reflète un peu cette discussion, c'est la notion de provocation, qui est quand même importante dans l'art contemporain en général. Donc tu la refuses à la fois que tu ne veux pas être une provocatrice par rapport à ta culture d'origine. Est-ce que tu veux être provocatrice par rapport à la culture que tu as choisie en France? Est-ce que tu es dans une pensée comme ça, dans une démarche comme ça? Et comment tu la définis précisément? Quand tu fais un dessin, un tableau? Je pense pas du tout être, de vouloir être en tout cas provocatrice, même dans mon travail. Je pense que je suis, mes dessins, mes peintures me ressemblent entièrement. Alors si pourtant ils ont l'air provocateurs, j'ai peut-être un caractère provocateur sans vouloir me rendre compte ou sans me rendre compte. Mais moi, j'ai pas du tout envie de provoquer qui que ce soit. Je suis pas dans une lutte. Je ne suis pas dans réveiller des gens contre quelque chose. Je suis tout simplement ça, ce que je peins ou ce que je dessine. Est-ce que c'est possible de détacher les deux? Parce que là, on parle Est-ce de que c'est... liberté. Oui, bien sûr. Ouais. Je pense. Il y a des artistes, bien sûr. Moi, c'est pas forcément mon cas. Alors, on peut voir ça de l'extérieur parce que c'est un esthétique qu'on peut trouver tellement singulier qu'on peut se demander, mais elle fait exprès. C'est complètement... elle veut aller à l'encontre de ce qui est considéré comme, par exemple, le dessin contemporain. Même pour moi, je fais du dessin contemporain, même s'il a une autre forme. Ouais, il est tellement dans tous les états, le dessin contemporain, qu'il n'y a pas Voilà. de problème. Tu Voilà. fais du dessin contemporain de la même manière que quelqu'un qui fait que de la ligne de plan. Voilà. Je ne verrai d'ailleurs pas te donner Ah le oui, crayon. oui, oui, moi non. Voilà. Tu as eu... Oui, Oui. non, Oui. Des questions encore? Eh bien, écoute, Nazanin, pour cette première fois où nous avons consacré du temps à échanger, merci mille fois et à vous d'avoir été là. Merci beaucoup, Philippe.